J'ai surpris ma femme en train de dire à ses amis que j'étais trop stupide pour remarquer sa liaison. Alors j'ai passé plusieurs semaines à rassembler des preuves et j'ai fait livrer les papiers du divorce à son dîner d'anniversaire, devant ses amis. Je m'appelle Eric, j'ai 42 ans. Mon métier exige une attention minutieuse aux moindres détails, ce qui rend cette histoire d'autant plus ironique. Ma femme, Daisy, a 39 ans. Nous sommes mariés depuis 15 ans, après avoir été ensemble 2 ans auparavant. Nous n'avons pas d'enfants. Notre vie, ou du moins ce que je pensais être notre vie, semblait stable. Nous possédons une belle maison, nous avons tous les deux des emplois bien rémunérés. Je croyais que notre mariage reposait sur un respect mutuel sincère. D'autres personnes importantes dans cette histoire sont les amis de Daisy, que j'ai toujours trouvé trop enclines à colporter des rumeurs. Il y a aussi son partenaire adultère, l'homme avec qui elle me trompait. Je viens seulement de découvrir son identité, ainsi que celle de sa femme, qui ignore encore tout. Le problème ne s'est pas déclaré par un événement brutal, mais s'est plutôt infiltré comme une fuite lente. Quelque chose de discret qui a dégénéré avec le temps, sans que je ne le voie venir. Depuis environ 3 ou 4 ans, Daisy est devenue plus distante. Elle affirmait que son travail exigeait davantage de sa présence, qu'elle devait souvent faire des heures supplémentaires en soirée ou participer à des réunions le week-end. Du moins, c'est ce qu'elle racontait. Elle a également commencé à sortir plus fréquemment avec ses amis. À plusieurs reprises, elle rentrait très tard, imprégnée de parfums et d'alcool. Je ne réalisais pas que nous n'étions plus aussi proches qu'autrefois, surtout dans notre intimité. Je pensais que c'était simplement le stress professionnel ou ce genre de fatigue que connaît un couple marié depuis longtemps. Je lui ai un jour suggéré de consulter un conseiller conjugal. Elle a refusé, disant que cela n'était pas nécessaire, que j'étais simplement trop sensible. Avant tout cela, notre vie était simple mais agréable. Nous passions nos week-ends à jardiner ou à faire de longues balades en voiture. Nous préparions le dîner ensemble la plupart des soirs, tout en discutant de notre journée. Daisy était alors plus affectueuse, plus impliquée dans notre vie commune. Elle riait facilement et avait cette capacité à alléger les tâches ennuyeuses du quotidien. Cette version d'elle a peu à peu disparu. Les repas partagés sont devenus rares, remplacés par des dîners tardifs après le travail ou pris à l'extérieur avec ses amis. Il y avait de nombreux petits signes, des indices discrets que je ne savais pas interpréter, mais qui indiquaient un problème bien plus vaste. Son téléphone, par exemple, traînait autrefois sur la table basse ou sur le plan de travail. Puis il semblait soudainement collé à sa main. Elle gardait systématiquement l'écran tourné à l'opposé de moi. Si j'entrais dans une pièce, elle retournait aussitôt son téléphone, face contre la table. Elle a changé les mots de passe de son téléphone et de son ordinateur portable. Je ne connaissais pas les nouveaux codes. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu que c'était pour renforcer la sécurité. Elle m'a expliqué que son entreprise avait mis en place une nouvelle politique concernant la confidentialité des données professionnelles sur les appareils personnels. Cela paraissait plausible. À cause de son travail, ou du moins c'est ce qu'elle affirmait, nous avons commencé à nous disputer plus souvent. Elle lançait généralement les conflits pour des détails, comme la manière dont je remplissais le lave-vaisselle, le choix d'un film, ou même mes vêtements. Elle semblait constamment irritée par ma simple présence. Elle me reprochait de ne plus être aussi amusant qu'auparavant, ou encore de ne pas comprendre la pression qu'elle subissait dans son emploi. Lorsque j'essayais d'aborder sérieusement notre relation, elle soupirait ou changeait de sujet. Les week-ends, nous faisions souvent nos activités chacun de notre côté. Elle disait avoir des projets avec ses amis, des projets toujours vagues, auxquels je n'étais jamais conviée. Elle justifiait cela par le fait que c'était un moment entre filles, ou que je ne m'y amuserais pas. Je me souviens d'un samedi où j'ai proposé d'aller à un festival local que nous aimions beaucoup auparavant. Elle a prétexté un engagement déjà prévu avec une amie, quelque chose qui ne s'est jamais concrétisé. Lorsque je lui ai demandé plus tard comment cela s'était passé, elle m'a simplement répondu que l'événement avait été annulé. Un week-end, il y a environ 1 an, m'a particulièrement marqué. Elle m'a annoncé qu'elle devait participer à un séminaire professionnel. Elle avait même laissé un programme imprimé sur le frigo. Ce soir-là, j'ai décidé d'appeler l'hôtel mentionné sur l'emploi du temps, car son téléphone était éteint. Je voulais simplement lui souhaiter une bonne nuit. La personne à la réception m'a dit qu'aucune cliente ne portait ce nom et qu'aucun événement d'entreprise n'avait lieu ce week-end-là. Mon estomac s'est noué.
Lorsqu'elle est rentrée plus tard, je lui ai demandé comment s'était passé le séminaire. Elle m'a parlé longuement des conférenciers, des ateliers, en donnant de nombreux détails. Une fois son récit terminé, je lui ai calmement expliqué que j'avais appelé l'hôtel pour lui dire bonjour et qu'on m'avait affirmé qu'elle n'y était pas, et qu'aucun séminaire n'avait lieu. Elle s'est emportée immédiatement. Elle m'a accusé de ne pas lui faire confiance, m'a reproché d'être contrôlant. Elle a alors prétendu qu'un changement de dernière minute avait été nécessaire, car l'hôtel initial avait rencontré un grave problème de plomberie. Elle a dit qu'elle avait oublié de me prévenir à cause du chaos que cela avait causé. Presque aussitôt, elle m'a montré un courriel sur son téléphone, confirmant une réservation dans un autre hôtel. Cela paraissait un peu trop parfait, comme si elle l'avait préparé à l'avance, au cas où. Je n'ai pas insisté, je ne voulais pas croire qu'elle aurait pu inventer un mensonge d'une telle ampleur. Peu à peu, ses dépenses ont également commencé à augmenter. Elle achetait de plus en plus de vêtements neufs, elle allait dans des salons de coiffure très coûteux, elle achetait des cadeaux qu'elle disait être destinés à ses clients professionnels ou à ses amis. Notre compte bancaire commun montrait des retraits importants pour des choses dont nous n'avions jamais parlé. Lorsque j'essayais d'aborder avec elle la question des économies ou d'un budget à établir ensemble, elle se mettait en colère. Elle m'accusait de vouloir contrôler son argent. Elle affirmait qu'elle gagnait son propre salaire et qu'elle avait parfaitement le droit d'en faire ce qu'elle voulait. Ce n'était pas faux, elle avait effectivement ses propres revenus, mais jusqu'alors, nous avions toujours discuté ensemble des dépenses importantes. Le moment qui a tout changé, celui où mon monde s'est effondré, s'est produit il y a environ 3 semaines. C'était un mardi soir. Daisy se trouvait dans le bureau, en visioconférence avec ses amis. D'habitude, lorsqu'elle passait ce type d'appel, elle utilisait ses écouteurs. Mais cette fois-ci, je suppose qu'elle ne les avait pas connectés correctement, car le son passait par ses enceintes Bluetooth, lesquelles étaient posées dans la cuisine. J'étais justement dans la cuisine, qui se trouve à proximité du bureau. Je me préparais un sandwich tardif. La porte du bureau était entr'ouverte. J'ai entendu des rires forts, puis j'ai reconnu la voix de Daisy. Elle racontait une histoire, que ses amis semblaient trouver particulièrement drôle. Il est complètement à côté de la plaque, disait Daisy. Sa voix était chargée d'un mélange étrange d'amusement et de mépris. 15 ans, et il ne s'est jamais douté de rien. Franchement, parfois je pense qu'il est trop stupide pour remarquer quoi que ce soit. Ses amis ont éclaté de rire encore plus fort. J'ai senti mon sang se glacer. Je suis restée figée, tenant toujours le pain pour mon sandwich dans la main. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a poursuivi. 3 est formidable, tu sais. Tellement attentionné. C'est le jour et la nuit comparé à Eric. Eric se contente d'avancer, heureux dans son petit monde ignoré. Une de ses amies lui a alors demandé depuis combien de temps cela durait avec cet homme, 3. Daisy a répondu avec 3 ça fait environ 4 ans, de façon assez régulière. Il y en a eu d'autres avant lui, tu sais, des aventures plus courtes. Mais 3, c'est différent. Elle s'est ensuite lancée dans une description assez détaillée de ce qu'elle avait récemment fait avec lui sur le plan sexuel. Ses amis gloussaient et lui demandaient plus de précision. Elle a même plaisanté en disant qu'elle avait failli se faire prendre à plusieurs reprises, mais que mon soi-disant manque de vigilance lui avait facilité la tâche. Elle a également mentionné que 3 était marié lui aussi. Elle expliquait que cela rendait la situation plus sûre d'une certaine manière, car il était moins susceptible de vouloir s'engager sérieusement ou d'en attendre trop d'elle. Je ne pouvais pas en supporter davantage. J'ai éteint les enceintes et me suis retirée très discrètement de la cuisine. Mon esprit tournait à toute vitesse. Pendant des années. Il n'y avait pas eu qu'une seule liaison. Il y en avait eu d'autres. La femme avec qui j'avais passé presque 2 décennies. Celle que je croyais connaître, celle que j'aimais. C'était une étrangère. Et elle me considérait clairement comme un imbécile. La façon désinvolte et cruelle dont elle s'exprimait. Le son de son rire. L'audace avec laquelle elle racontait tout cela. Quelque chose s'est brisé en moi, profondément. Je n'ai pas ressenti de tristesse immédiatement. Je ne lui ai rien dit ce soir-là. Je suis allée dans notre chambre et je me suis couchée, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Il a été incroyablement difficile de garder un visage neutre. Elle est venue se coucher bien plus tard, en fredonnant un petit air. Elle m'a demandé si tout allait bien, car elle me trouvait silencieux. J'ai simplement répondu que j'étais fatiguée par le travail.
Le lendemain matin, je me suis levée, préparée, et je suis allée à mon bureau comme si de rien n'était. Mais mon esprit n'était pas au travail. Les mots trop stupides pour remarquer tournaient en boucle dans ma tête. Mon cerveau, habituellement concentré sur la résolution de problèmes logiques, était désormais obsédé par une seule idée. Elle me pensait stupide. J'ai décidé de lui montrer à quel point j'étais capable de remarquer. Et surtout, à quel point je pouvais planifier avec précision. Ma première pensée a été qu'il me fallait des preuves. Des preuves solides. Pas seulement pour ma tranquillité d'esprit. Mais aussi pour le divorce, que je savais désormais inévitable. Et je me suis dit que cela pourrait servir pour d'autres raisons également. J'ai commencé par examiner nos finances. J'ai accès à tous nos comptes bancaires communs en ligne. Je reçois aussi les relevés de ces cartes de crédit, car nous avons opté pour des relevés électroniques envoyés à une adresse courriel partagée. J'avais mis en place ce système il y a des années pour garder une trace, et elle n'a jamais pris la peine de le modifier ou de le vérifier. Alors, j'ai commencé à examiner très attentivement plusieurs années de relevés bancaires et de factures de cartes. Je cherchais tout ce qui ne collait pas. Les week-ends dans des spas de luxe qu'elle disait nécessaires pour se détendre seule. Les dîners somptueux dans des restaurants que je ne connaissais pas. Les réservations d'hôtels dans des villes où elle n'avait aucun événement professionnel prévu. Les cadeaux coûteux qu'elle achetait. Rapidement, j'ai commencé à percevoir des schémas. Les dates de ces déplacements professionnels coïncidaient souvent avec des paiements élevés à de petits hôtels haut de gamme. Je me suis souvenu que je possédais un ancien enregistreur vocal à activation automatique. Je l'avais acheté quand j'étais à l'université, pour enregistrer des cours. J'ai fouillé dans de vieilles boîtes et je l'ai retrouvé. J'ai acheté de nouvelles piles, puis, avec la plus grande prudence, je l'ai dissimulé sous le siège passager de sa voiture. Je savais qu'enregistrer quelqu'un à son insu pouvait poser un problème juridique, mais à ce stade, je ne me préoccupais plus vraiment des règles. J'ai également installé un logiciel spécial sur notre ordinateur familial, celui que Daisy utilisait parfois. Ce logiciel est conçu pour retrouver des fichiers supprimés. Je cherchais n'importe quoi, courriels effacés, messages de discussion, photos, tout indispossible. C'était comme si je devenais un détective dans ma propre vie. Je passais des heures chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, ou tôt le matin avant son réveil, à reconstituer les morceaux. Le calme que je ressentais était étrange, comme si mes émotions s'étaient éteintes et que mon cerveau fonctionnait comme une machine. Les premières preuves sont arrivées rapidement. Le dictaphone caché dans sa voiture a enregistré des appels qu'elle passait en conduisant. Il y avait des conversations avec trois, où ils parlaient de leur rendez-vous, des moments et des lieux où ils allaient se retrouver. Ils discutaient aussi de choses qu'ils avaient faites. Mais il y avait également des appels avec ses amis, dans lesquels elle continuait à se moquer de moi. Elle se vantait auprès d'elle de la manière dont elle gérait sa double vie. La récupération des fichiers supprimés sur l'ordinateur m'a aussi beaucoup apporté. J'ai retrouvé des courriels échangés entre elles et trois, ainsi que des photos. Certaines montraient simplement leur sourire, mais d'autres étaient bien plus intimes. Il y avait aussi des photos prises lors de voyages. Elle m'avait dit qu'il s'agissait de séjours en solitaire pour se retrouver ou de déplacements professionnels importants. Il était désormais évident qu'elle menait une vie secrète, dont toutes les pièces se trouvaient devant moi, sous forme de fichiers numériques et d'enregistrements. Cela fait maintenant 3 semaines depuis ce terrible mardi soir. Pendant 3 semaines, j'ai vécu dans le mensonge. J'ai été polie avec Daisy, j'ai échangé des banalités avec elle, alors qu'à l'intérieur, je ressentais une colère froide et contrôlée. Durant ces 3 semaines, j'ai patiemment et discrètement construit mon dossier contre elle. J'ai passé de nombreuses nuits à revoir chaque élément, à faire des copies, à tout classer méthodiquement. J'ai découvert qui était Trois. Je connais son nom complet, où il vit, où il travaille, et surtout, j'ai confirmé qu'il est marié. Daisy s'est montrée étonnamment négligente avec sa vie numérique secrète, une fois que j'ai commencé à vraiment chercher. Elle avait enregistré son numéro dans son téléphone sous un prénom féminin. Mais la fréquence des appels et des messages à ce numéro m'a paru suspecte. J'ai recoupé les dates et heures avec ce qu'elle disait dans les conversations enregistrées. J'ai aussi mené des recherches sur les réseaux sociaux, à partir de petits détails qu'elle avait laissés échapper. Tout m'a conduit directement à lui. La page de sa femme sur les réseaux sociaux montrait de nombreuses photos de leur famille, souriants, heureux. Ce bonheur est sur le point d'être brisé. Mon plan pour faire face à cette situation n'est pas simple.
Il comporte plusieurs étapes et a été conçu pour avoir le plus grand impact possible sur Daisy. Son anniversaire est dans 10 jours. Je compte en faire un anniversaire qu'elle n'oubliera jamais. J'ai pris contact avec un avocat. J'ai trouvé un avocat réputé pour être très compétent et très ferme dans les affaires de divorce. Nous avons préparé tous les documents nécessaires. Toutes les preuves que j'ai rassemblées sont réunies, soigneusement organisées dans un classeur, prêtes à être utilisées. Mon avocat a été impressionné par la rigueur du dossier. Il m'a dit que cela rendait notre cas extrêmement solide. Voici le plan que j'ai établi, étape par étape. Premièrement, 2 jours avant son anniversaire, je me rendrai dans toutes nos banques et institutions financières. Je bloquerai tous les comptes que nous partageons. Je couperai également son accès à toutes les cartes de crédit liées à mon nom ou à mon crédit. Notre maison est principalement à mon nom. Elle m'a été transmise par mes parents. Le nom de Daisy a été ajouté au document de propriété après notre mariage, mais mon avocat est confiant dans sa capacité à protéger ce bien pour moi. Je prendrai toutes les mesures légales nécessaires pour sécuriser cette propriété. Deuxièmement, la veille de son anniversaire, j'enverrai un colis à la femme de Troyes. Il sera envoyé de manière anonyme, afin qu'elle ne sache pas qu'il vient de moi. Ce colis contiendra des preuves claires et indiscutables que son mari Troyes a une liaison avec Daisy depuis des années. Il inclura des copies de photos, des copies de factures d'hôtel comportant leurs 2 noms, ainsi que des transcriptions de certaines conversations où ils parlent de leur relation. Tout ce dont elle a besoin pour connaître la vérité s'y trouvera. Troisièmement, le jour de son anniversaire, Daisy se réveillera et découvrira que sa situation financière est en plein chaos. Elle ne pourra plus accéder à aucun de nos comptes communs. Plus tard dans la journée, elle recevra officiellement les papiers du divorce. Le motif du divorce, indiqué dans les documents, sera l'adultère, appuyé par l'importante quantité de preuves que j'ai rassemblées. Je ferai en sorte que les documents lui soient remis lors de toute fête ou célébration qu'elle aurait pu organiser avec ses amis. Je ne publie pas ceci pour demander si je devrais le faire ou non. Ma décision est prise. Je vais le faire. Je publie ceci parce que garder tout cela secret ces dernières semaines, faire semblant que tout allait bien entre nous, a été incroyablement difficile. La pression a été énorme. J'ai juste besoin d'un espace pour me libérer, un endroit où je peux dire clairement ce qu'elle m'a fait et ce que je m'apprête à lui faire en retour. Elle a bâti toute sa vie secrète sur l'idée que j'étais trop stupide pour voir ce qu'elle faisait. Je vais éprouver une certaine satisfaction sombre à lui prouver à quel point elle s'est trompée. Certains liront peut-être cela et penseront que mon plan est cruel, ou que je vais trop loin. Moi, je considère que c'est une réponse juste et méritée à ce qu'elle m'a fait. Elle va découvrir que, parfois, certains actes entraînent des conséquences très graves, très douloureuses. Je veux qu'elle perde tout, comme j'ai l'impression d'avoir tout perdu, y compris la vie heureuse que je croyais avoir avec elle. Il n'y a donc pas vraiment de question ici à laquelle je cherche une réponse. Ceci est simplement mon témoignage, une trace écrite. Vous pouvez considérer cela comme la documentation d'une démolition soigneusement planifiée. Si vous avez des commentaires ou des réactions, vous pouvez les partager, mais je ne changerai pas mon plan. J'ai simplement ressenti un besoin impérieux d'écrire tout cela et de le laisser partir dans le monde, avant de commencer les dernières étapes de mon plan. Mise à jour 1. Cela fait maintenant 9 jours que j'ai rédigé mon premier message. L'anniversaire de Daisy est demain. Tout s'est déroulé rapidement depuis, et jusqu'à présent, exactement comme je l'avais prévu. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes de cette communauté en ligne. Lire vos commentaires et vos messages privés, tant ceux qui m'ont soutenu que ceux, plus rares, qui m'ont critiqué, m'a apporté une aide étrange mais réelle durant ces jours difficiles. Cela m'a fait me sentir moins seule dans cette épreuve. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de clarifier certains points, alors je vais essayer de le faire maintenant. Plusieurs personnes ont évoqué le dictaphone que j'avais placé dans sa voiture, et la question de sa légalité. Mon avocat m'a expliqué que dans notre État, il faut en principe le consentement des 2 parties pour enregistrer une conversation. Donc, les enregistrements eux-mêmes pourraient ne pas être admis comme preuve directe au tribunal. Cependant, les informations obtenues grâce à ces enregistrements m'ont été extrêmement utiles. Elles m'ont permis de savoir où chercher d'autres éléments qui, eux, sont recevables légalement. Par exemple, si j'entendais dans un enregistrement le nom d'un hôtel ou une date précise, je pouvais ensuite, en toute légalité, demander les registres officiels de cet établissement ou retrouver les reçus numériques correspondants. Et ces éléments-là peuvent être utilisés devant un juge.
Les enregistrements m'ont également aidé à comprendre jusqu'où allaient ces mensonges. Ils m'ont préparé mentalement à ce que j'avais à affronter. Certains m'ont aussi demandé comment j'avais découvert l'identité de Troy, et comment j'avais retrouvé sa femme. Daisy n'était pas aussi prudente qu'elle le pensait. Dans l'un des appels que j'ai enregistrés entre elle et une amie, elle a mentionné le nom de famille de Troy et a précisé qu'il était dentiste. Il n'a pas été difficile de faire une recherche en ligne des dentistes de notre ville portant ce prénom et ce nom. J'ai trouvé son profil professionnel, avec photo à l'appui. Et cette photo correspondait exactement à l'homme figurant sur les images que j'avais récupérées parmi les fichiers supprimés de l'ordinateur. Cela a confirmé son identité. Sa femme était mentionnée et identifiée dans certaines de ses publications sur les réseaux sociaux. Son profil était en grande partie public. Il ne m'a pas fallu longtemps pour la retrouver, une fois que j'ai commencé à la chercher avec détermination. Parlons maintenant de l'argent. Notre compte courant principal, notre compte d'épargne et une carte de crédit importante étaient tous en compte joint, donc à nos deux noms. J'avais également une somme importante issue d'un héritage que m'avaient laissé mes parents. Cet héritage était conservé dans des comptes uniquement à mon nom. Mais au fil des années, Daisy avait obtenu un certain accès pour en utiliser une partie, dans le cadre de grandes dépenses communes que nous avions approuvées ensemble, comme les rénovations. La maison dans laquelle nous vivons m'appartenait à l'origine. Mes parents me l'avaient léguée. Son nom à elle a été ajouté aux papiers officiels de propriété quelques années après notre mariage. Mon avocat m'a donné des directives très claires sur la manière de gérer tout cela. Le gel des comptes à ce stade vise principalement à l'empêcher de retirer tout l'argent ou de le dissimuler avant que le divorce ne soit tranché. La manière dont tout sera réparti à long terme sera décidée durant la procédure de divorce. Mais mon avocat estime que sa position est très affaiblie, en raison de son infidélité, et du fait que j'ai des preuves qu'elle a utilisé l'argent du ménage pour financer ses liaisons. Certains m'ont demandé pourquoi je me donnais autant de mal, pourquoi ne pas simplement divorcer calmement et tourner la page. La réponse se trouve dans les mots qu'elle a elle-même prononcés devant ses amis. Trop stupide pour remarquer. C'était une humiliation profonde. Même si elle ne l'a pas dit directement à moi, cela avait un caractère public. Le manque de respect était immense. Un divorce discret aurait donné l'impression que je laissais passer l'affront, comme si j'acceptais son mépris. Ce n'est pas seulement une séparation, c'est une réponse directe à son opinion sur moi. Lire les commentaires et messages ici n'a pas modifié mon plan, cela m'a au contraire renforcé dans ma décision. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres histoires d'infidélité. Une chose revenait souvent dans ces récits, ils regrettaient de ne pas avoir été plus ferme, ou que la personne infidèle n'ait pas subi de conséquences sérieuses. Mon raisonnement n'a pas changé. Les actes de Daisy ne sont pas une simple erreur passagère, c'est une trahison de longue durée. Ma réponse se devait donc d'être réfléchie, construite. Je ne ressens plus aucun amour pour elle. Tout ce que je ressens, c'est le besoin d'aller jusqu'au bout de mon plan. Phase 1, verrouillage financier. Cela a été effectué il y a 2 jours, lundi matin, exactement comme prévu. Je suis allée à la banque. J'avais déjà parlé à un responsable supérieur à 2 reprises auparavant, et mon avocat m'avait accompagné lors de l'un de ces rendez-vous. La banque savait donc que la situation était sérieuse. J'ai suivi toutes les étapes avec précision. D'abord, j'ai retiré exactement 50% de toutes les sommes présentes sur nos comptes courants et d'épargne conjoints. J'ai transféré cet argent vers de nouveaux comptes uniquement à mon nom. Ensuite, j'ai demandé à la banque de geler tous les comptes communs. Ainsi, plus aucun virement ne pourrait être effectué, ni en entrée ni en sortie, sans intervention légale. Mon avocat avait rédigé une lettre officielle pour la banque. Cette lettre expliquait notre démarche, évoquait l'échec de notre mariage, et exprimait mon inquiétude face au risque que Daisy tente de gaspiller ou de cacher notre argent commun. Après la banque, j'ai contacté les compagnies de cartes de crédit. Toutes les cartes portant nos 2 noms ont été gelées. La carte supplémentaire qu'elle utilisait sur mon compte principal a été immédiatement annulée. Cela signifie que tous les paiements automatiques liés à ses factures personnelles, comme le paiement de sa voiture, son abonnement téléphonique personnel, ou toutes ces fameuses boîtes d'abonnement mensuelles qu'elle commandait, seront désormais rejetées. Je me suis assuré que toutes les factures importantes du foyer, comme le prêt hypothécaire de la maison, que je vais désormais payer seule, ainsi que les factures de services publics, électricité, eau, gaz, soient désormais prélevées sur mes nouveaux comptes bancaires, ceux qui sont uniquement à mon nom. Tout ce processus a pris plusieurs heures.
Phase 2, informer l'autre personne lésée. Cela a été fait hier. Hier matin, j'ai envoyé le colis destiné à la femme de Troyes. Appelons-la Marie. J'ai rassemblé un petit classeur très ordonné d'informations pour elle. À l'intérieur, j'ai mis environ 20 photos nettes de Daisy et Troyes ensemble. Certaines de ces photos provenaient de voyages qu'ils avaient faits tous les deux. On pouvait clairement voir les lieux et les dates sur certaines d'entre elles. D'autres photos étaient plus personnelles, les montrant dans des gestes d'affection, mais je n'ai rien inclus de trop explicite. Juste assez pour qu'il soit absolument clair qu'ils avaient une liaison. Le classeur contenait également des copies de factures d'hôtels portant leurs deux noms, ainsi que quelques extraits tapés de conversations entre Daisy et Troyes. Ces passages étaient tirés des enregistrements. On les entendait y parler de leurs sentiments, de leurs rencontres sexuelles, et de la façon dont ils parvenaient à tromper leur conjoint. J'ai aussi ajouté une courte note dactylographiée, non signée. La note disait ceci: Marie, vous avez le droit de connaître la vérité sur votre mari Troyes et sa liaison de longue durée avec Daisy. J'ai utilisé le nom complet de Daisy. Les informations ci-jointes sont là pour que vous puissiez voir la réalité. Ce que vous déciderez d'en faire vous appartient. J'ai envoyé le colis via un service de messagerie qui exige une signature à la livraison. Je l'ai adressé spécifiquement à Marie, à son domicile. J'ai reçu une notification du service de livraison, en fin d'après-midi hier, confirmant que le colis avait été remis et signé. En déposant ce paquet, j'ai eu l'impression d'allumer un feu. Mais un feu qui devait brûler. Phase 3, les papiers du divorce. Tout est prêt. Ils seront remis demain, le jour de son anniversaire. Les documents du divorce sont tous signés et finalisés. Ils sont entre les mains d'un huissier de justice professionnel. C'est une personne dont le métier est de délivrer officiellement des documents juridiques. Mon avocat a été extrêmement rigoureux dans la rédaction de ces papiers. Ils indiquent très clairement que je demande le divorce pour cause d'adultère. Ils contiennent également un résumé de toutes les preuves que j'ai rassemblées, ainsi qu'une explication précise de ce que je demande en matière de répartition des biens et des actifs. L'huissier a reçu pour instruction de remettre ces documents à Daisy demain en fin d'après-midi. Je sais que Daisy aime habituellement organiser un petit dîner d'anniversaire avec son groupe d'amis. J'ai même découvert dans quel restaurant elle avait fait sa réservation cette année. J'ai vu la confirmation de réservation dans sa messagerie, qu'elle laissait souvent ouverte sur l'ordinateur familial. J'ai donné à l'huissier l'adresse de ce restaurant. Si elle change ses plans et ne s'y rend pas, les documents lui seront remis à la maison. Les premiers effets du gel des comptes bancaires n'ont pas tardé à apparaître. Daisy m'a appelé lundi après-midi. Sa voix était tendue, inquiète au début, puis elle est rapidement devenue paniquée. Elle m'a dit que sa carte de crédit avait été refusée lorsqu'elle avait essayé d'acheter quelque chose dans un magasin. Puis elle a ajouté qu'elle ne parvenait plus à accéder à notre compte bancaire commun en ligne. J'ai gardé mes réponses brèves et calmes. Je lui ai dit que j'avais découvert des problèmes très graves dans notre mariage. J'ai précisé qu'en suivant les conseils juridiques reçus, j'avais pris des mesures pour protéger nos avoirs financiers. Je lui ai dit qu'elle comprendrait tout très bientôt. Elle a commencé à exiger des explications. Sa voix s'est faite plus forte, plus agressive. Je n'ai fait que répéter qu'elle recevrait bientôt toutes les informations, puis j'ai mis fin à l'appel. Elle m'a rappelé de très nombreuses fois après cela. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Ensuite, elle a commencé à m'envoyer une avalanche de messages. Le ton variait. Certains étaient confus, que se passe-t-il? D'autres étaient furieux et accusateurs, qu'as-tu fait? Tu essaies de me ruiner? C'est de la folie. D'autres encore me suppliaient de la rappeler, de lui parler. Je n'ai répondu à aucun appel ni message. Son accès à l'argent qu'elle contrôlait autrefois est maintenant totalement coupé. Sauf si elle possède des comptes secrets dont j'ignore l'existence, ce qui est possible, mais la principale source de ses dépenses s'est tarie. Je n'ai rien entendu directement de la part de la femme de Troyes, Marie. Je ne m'attendais pas vraiment à recevoir une réponse. Le colis d'information lui a été envoyé pour qu'elle en prenne connaissance et l'utilise comme elle le souhaite. Ce sont ses affaires avec Troyes. Ma priorité reste de gérer les choses avec Daisy. La maison est restée très silencieuse. Elle est rentrée très tard hier soir. Je suppose qu'elle cherchait à comprendre ce qui se passait avec l'argent, ou qu'elle en parlait à ses amis. J'ai changé la serrure de la porte de mon bureau.
C'est là que je conserve tous mes documents, mon ordinateur contenant toutes les preuves, et mes effets personnels. Demain, ce sera le jour de l'ultime étape de cette première phase de mon plan. Je ressens une forme obscure de satisfaction, une détermination froide. La femme qui riait avec ses amis de ma prétendue stupidité est sur le point de recevoir un réveil brutal. Le jour de son anniversaire. Mise à jour 2, cela fait maintenant environ 4 semaines depuis ma dernière mise à jour. Cela signifie qu'il s'est écoulé un peu plus de 5 semaines depuis ce que j'appelle désormais le jour J. Le jour de l'anniversaire de Daisy. Le jour où elle a reçu les papiers du divorce. Les grandes explosions de ce jour-là se sont pour la plupart calmées. Mais ce qui reste, c'est un processus désordonné, lent, de démantèlement de toute une vie. D'après ce que j'ai appris, l'anniversaire de Daisy s'est transformé en véritable scène de désastre. L'huissier a rempli sa mission et a remis avec succès les papiers du divorce à Daisy, dans le restaurant qu'elle avait réservé pour son dîner d'anniversaire avec ses amis. J'ai entendu dire qu'elle venait tout juste de s'asseoir à table. Elle était probablement encore bouleversée et confuse à cause de la situation financière des jours précédents, mais tentait de faire bonne figure devant ses amis. C'est alors qu'un homme s'est approché de leur table, lui a demandé si elle était bien Daisy, en donnant son nom complet, puis lui a remis une grande enveloppe légale. Ses amis ont ensuite raconté l'histoire à des connaissances communes, qui, évidemment, se sont empressés de transmettre tous les détails dramatiques à d'autres. Ce qui s'est passé ensuite, selon leur dire, Daisy a ouvert l'enveloppe, lu quelques lignes, et son visage est devenu complètement livide. Puis, apparemment, elle a commencé à hurler. Pas simplement pleurer, mais hurler réellement. Elle a jeté les papiers par terre. Elle s'est mise à crier sur l'huissier, l'accusant de ruiner sa vie. Puis elle est devenue totalement hystérique, en larmes, criant de façon incontrôlable. Le responsable du restaurant a dû lui demander, à elle et à ses amis, de régler l'addition et de quitter les lieux. Ses amis ont essayé de la calmer, mais selon leur témoignage, elle était au-delà de toute écoute. L'une d'elles m'a même appelé et m'a laissé un long message vocal plein de colère. Dans ce message, l'amie me hurlait dessus, m'accusant d'être cruelle et sans cœur. Elle a ensuite décrit en détail comment Daisy s'était complètement effondrée. Les jours qui ont suivi son anniversaire ont été remplis de tentatives de plus en plus désespérées de sa part pour me contacter. Elle a dû m'appeler des dizaines de fois par jour, d'abord depuis son propre numéro, puis depuis des numéros masqués ou inconnus, et même depuis les téléphones de ses amis. J'ai également reçu d'innombrables courriels, messages et messages vocaux. Le ton de ces messages changeait sans cesse. Parfois, elle était furieuse, proférant des menaces sur le fait qu'elle me ferait payer tout cela. D'autres fois, elle pleurait, s'excusait, me suppliait que nous puissions simplement parler. Elle répétait qu'elle avait commis une erreur terrible, qu'elle m'aimait vraiment, que 3 ne comptait pas pour elle, et que ses amis avaient mal interprété ce qu'elle avait dit lors de cet appel téléphonique que j'avais entendu. Cela sonnait comme les excuses typiques que les gens sortent quand ils se font prendre. Je n'ai répondu à aucun de ces messages directement. J'ai informé mon avocat que toute communication avec elle devait passer par lui. Sa situation financière s'est apparemment dégradée très rapidement. Il s'avère qu'elle avait très peu d'économies personnelles. Elle avait pendant des années dépensé librement l'argent de nos comptes communs, achetant ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Ses amies, celles qui semblaient toujours encourager son style de vie dispendieux et ses sorties nocturnes, ne lui offraient désormais que peu de soutien réel. Elles ont sans doute eu de la compassion, mais pas d'aide concrète, surtout lorsqu'elles ont compris qu'elle n'avait plus accès à l'argent. Elle n'a pas pu payer la mensualité de location de sa voiture. La voiture, un modèle relativement récent dont elle était très fière, a été récupérée par la société de leasing il y a quelques jours. Elle a également dû quitter notre maison il y a environ 2 semaines. Mon avocat a accéléré la mise en place d'un premier accord juridique, stipulant qu'elle devait partir, notamment en raison de son comportement et de son absence totale de moyens financiers pour contester immédiatement. La maison est désormais sous ma responsabilité exclusive, et j'ai bien l'intention de la conserver. D'après une connaissance commune, elle loge actuellement chez l'une de ses amies, mais c'est une solution temporaire, et l'amie en question commence déjà à se lasser de sa présence. Après environ 1 semaine pendant laquelle j'ai totalement ignoré ses appels et ses messages, et après qu'elle a commencé à réaliser à quel point la situation devenait sérieuse, avec des lettres officielles de mon avocat, l'absence d'argent, et aucun accès à la maison, elle a fait quelque chose d'assez extrême. Elle s'est présentée dans l'immeuble de mon bureau. Elle est entrée dans le hall principal et a provoqué un énorme scandale.
Elle criait mon nom, exigeait de me voir. Elle hurlait que je lui avais volé sa vie et détruit sa sécurité. Des agents de sécurité ont dû intervenir et l'escorter hors du bâtiment. Mes collègues qui ont assisté à la scène ont été profondément choqués. Puis, il y a environ 2 semaines, un événement encore plus grave s'est produit. Une de ses amies les plus proches m'a appelé. Elle semblait paniquée. Elle m'a dit que Daisy avait bu de manière excessive depuis plusieurs jours. Lors d'un appel très émotionnel et perturbé avec cette amie, Daisy aurait apparemment exprimé l'intention d'en finir. Elle s'est ensuite entaillé le poignet, superficiellement. L'amie a immédiatement appelé les secours. Daisy a été transportée à l'hôpital, où sa blessure a été soignée. Elle a ensuite été placée sous observation psychiatrique. Les médecins ont déterminé que sa blessure n'était pas mortelle, mais c'était une preuve claire qu'elle était totalement dépassée par la situation. J'ai immédiatement informé mon avocat de cet incident. Je n'ai ressenti aucune émotion en apprenant cela. Ma seule réaction a été de demander à mon avocat de récupérer tous les rapports officiels et de consigner cet incident comme élément du dossier de divorce en cours. Cela prouvait sans l'ombre d'un doute son instabilité actuelle. Elle a été libérée de l'hôpital après 72 heures. Ses amis ont apparemment été informés qu'elle devait la surveiller et retirer de chez elle tout objet qu'elle pourrait utiliser pour se blesser, ce qui, j'en suis sûre, a encore accru leur stress. La vie de Troy, son partenaire dans cette liaison, s'est elle aussi totalement effondrée. Sa femme, Marie, n'est pas restée silencieuse après avoir reçu le colis de preuves. J'ai appris par les ragots de la ville, c'est une petite ville, et les dentistes, comme beaucoup de professionnels, sont entourés de commérages constants que Marie avait confronté Troy le jour même de la réception du paquet. Face aux preuves irréfutables contenues dans le classeur, il aurait tout avoué. Elle l'a immédiatement mis à la porte de leur maison familiale et a déjà engagé une procédure de divorce contre lui. D'après ce que j'ai entendu, il est complètement anéanti. Non pas parce qu'il a perdu Daisy, mais parce qu'il a perdu sa vie de famille confortable, sa maison, et que sa réputation est probablement en train de s'effondrer. Daisy a apparemment essayé de le contacter, cherchant du soutien, ou peut-être pour s'allier avec lui, mais Troy lui rejette désormais toute la faute. Il affirme qu'elle est responsable de toute cette situation, qu'elle a été négligente et qu'elle les a tous les deux fait tomber. Voilà ce qu'il reste de leur lien spécial et de l'amour qu'elle croyait partager avec lui. Leur liaison est maintenant de notoriété publique dans leurs cercles sociaux, et aucun d'eux n'est vu d'un bon œil. La bataille juridique du divorce ne fait que commencer, mais mon avocat reste très confiant. Les preuves de son adultère sont accablantes et incontestables. De plus, l'utilisation par Daisy des fonds du ménage pour financer ses liaisons, sur plusieurs années, est parfaitement documentée dans les relevés que j'ai collectés. Son avocat essaie de réclamer une pension alimentaire importante et une part substantielle de la valeur de la maison. Cependant, mon avocat combat ces demandes avec vigueur. L'incident psychiatrique récent de Daisy et ses éclats publics, comme celui au bureau, ne jouent pas en sa faveur. Les tentatives de son avocat pour la faire passer pour une victime stable et blessée tombent à plat. Daisy est dans un état déplorable. Je l'ai d'ailleurs vue tout à fait par hasard la semaine dernière. J'étais au supermarché local. En me dirigeant vers ma voiture sur le parking, je l'ai aperçue près d'un autre véhicule, en train d'avoir une violente dispute avec l'une de ses amies. Elle ne m'a pas vue. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie. La différence entre la femme que j'ai vue ce jour-là sur le parking, et la femme assurée, soignée et arrogante qui se moquait autrefois de mon intelligence avec ses amis lors de cet appel vidéo, était stupéfiante. Elle vit désormais les conséquences directes de ses choix et de ses actes. Elle a perdu son mari, sa maison confortable, sa sécurité financière, sa réputation publique, et son amant l'a abandonnée. Ma propre vie est devenue une série de réunions avec les avocats et de paperasses à traiter, mais sous ce stress, il y a une satisfaction froide et silencieuse. C'est la satisfaction de savoir que je ne me suis pas simplement couchée, que je n'ai pas accepté sa trahison et son mépris sans rien faire. Je poursuis le processus de divorce avec un esprit clair. Mon objectif principal dans tout cela était de lui faire comprendre, sans la moindre ambiguïté, que ses actes ont des conséquences sérieuses. Je voulais qu'elle comprenne qu'on ne peut pas traiter un autre être humain avec un tel mépris, une telle cruauté, et s'attendre à s'en tirer sans conséquence. Je suis désormais convaincue que ce message lui a été transmis, fort et clair.
celui qu'elle appelait avec tant d'arrogance trop stupide pour remarquer, a veillé à ce qu'elle se souvienne de sa capacité à agir avec rigueur, méthode, et une froide détermination, pendant très, très longtemps.